La fin du XVIIIe siècle est surtout marquée par l'un des plus grands événements de l'histoire de notre civilisation, la Révolution française. En littérature, c'est Beaumarchais qui donne à la Révolution un représentant éloquent. C'est Figaro, qui apparaît dans sa trilogie Le Barbier de Séville, Le mariage de Figaro et La mère coupable. Beaumarchais est en quelque sorte l'héritier de Voltaire dans son style, même si ici le ton est plus subversif et moins dérobé, moins ironique. Derrière l'humour corrosif se cache difficilement la terrible inéluctabilité, l'impérieuse nécessité de la transformation radicale qui se profile. Il y a là-dedans notamment le monologue de Figaro de l'acte 5, scène 3, passage le plus célèbre du mariage de Figaro. C'est l'affirmation pure et simple, crue, sans détour, sans décor, sans chichi, de l'imminence de la Révolution. Parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez à un grand génie. Noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela vous rend si fier. Qu'avez-vous fait pour tant de bien ? Vous vous êtes donné la peine de naître, et rien de plus. Du reste, homme assez ordinaire. Tandis que moi, morbleu, perdu dans la foule obscure, il m'a fallu déployer plus de science et de calcul pour subsister seulement, qu'on en a mis depuis 100 ans à gouverner toutes les Espagnes. Et voilà l'homme du commun qui se transforme en homme civilisé, en messager de la morale, contre l'arbitraire barbare, en homme moderne. Mozart transpose les propos de Beaumarchais dans son opéra Les Noces de Figaro, qui date de 1786. Mais la traduction de l'esprit révolutionnaire est sans doute à trouver dans la biographie même de Mozart. En 1769, il est nommé Concertmeister de l'archevêque de Salzbourg, mais ce poste stable ne lui convient pas, et surtout depuis que Colloredo est devenu prince-archevêque. Les relations sont conflictuelles et vont mal se terminer puisque l'intendant de l'archevêque le congédie en lui bottant le derrière. Mozart aura bien du mal à se remettre de cet affront et écrira dans une lettre « Si je ne suis certes pas comte, j'ai peut-être bien plus d'honneur en moi que bien des comtes, et valet ou comte, celui qui m'insulte est une canaille. » Une autre anecdote est très parlante à ce sujet, et elle touche cette fois Ludwig van Beethoven. Nous sommes quelques années après, en 1806, en Silésie, au nord de l'Empire autrichien, dans le château du prince Karl Lichnowsky, l'un des principaux mécènes de Beethoven. La Silésie étant occupée depuis Austerlitz par l'armée napoléonienne, des officiers français sont stationnés au château. Pour divertir ses invités, le prince demande à Beethoven de se mettre au piano. L'intéressé refuse, Lichnowsky insiste et finit par le menacer pour rire de le faire arrêter s'il ne s'exécute pas. Beethoven s'énerve et s'empresse d'aller chercher une chaise pour la briser sur la tête du prince. Heureusement, il en est empêché par les témoins de la scène, suite à quoi il quitte le château, rentre à Vienne et lui écrit une lettre. « Prince, ce que vous l'êtes par le hasard de la naissance. Ce que je le suis par moi. Des princes, il y en a et il y en aura encore des milliers. Il n'y a qu'un Beethoven. » On sent bien dans cette remarque, comme dans celle de Mozart précédemment, comme dans celle de Figaro encore avant, que les idées des Lumières ont infusé pour laisser pleinement s'exprimer cette revendication que tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Et cette volonté de mettre en cause les structures de l'arbitraire et de la tyrannie se manifeste de la manière la plus éloquente dans l'unique opéra de Beethoven, Fidelio, qui date de 1805. C'est l'exemple le plus célèbre de ces opéras qui fleurissent à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe, à la suite de la Révolution, et qu'on appelle les opéras à sauvetage. Ici, on prend le contre-pied de l'opéra seria. Il ne s'agit plus de flatter le roi, mais de mettre en scène un tyran immoral qui enferme les gens de manière arbitraire, avec toujours une fin heureuse qui montre l'échec du tyran et la libération des prisonniers. L'opéra à sauvetage est donc un pur produit de la Révolution. C'est en quelque sorte la répétition sur scène de la destitution du roi au nom de la justice et la liberté. Le monde culturel a évolué en très peu de temps. Peu à peu, aux côtés de la vie musicale aristocratique, centrée autour de l'église et de la cour, deux pôles qui vont à présent peu à peu décliner ou disparaître avec la Révolution française et son onde de choc en Europe, émerge une vie musicale bourgeoise dont les lieux sont multiples, maisons, salons, cafés, salles de spectacle. Ces nouvelles formes de vie musicale suscitent la naissance du public, qui tend de plus en plus à l'anonymat, et elles s'accompagnent du développement de l'édition musicale, mais aussi bientôt de la naissance de la critique musicale. Et dès la fin du XVIIIe siècle pourra apparaître un nouveau type de musicien, le musicien indépendant, plus affilié à une cour, une ville ou une église. Il se joue donc un changement dans la structure culturelle de la société, dont l'époque classique se fait le témoin et l'écho.